Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous partons aux États-Unis pour suivre la campagne présidentielle américaine entre le président sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Pour commencer, je vous rappelle, s'il vous plaît, que vous pouvez partager, commenter, mettre le pouce en l'air sur cette vidéo pour la faire progresser sur YouTube. Et c'est parti. Le 3 novembre prochain, le verdict tombera ou pas. Donald Trump sera-t-il réélu à la présidence de l'Amérique? C'est ce que nous allons voir avec mon invité Gérald Olivier. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Alors pour vous présenter, vous êtes journaliste, vous avez écrit un récent ouvrage sur la route de la Maison Blanche aux éditions Jean Picolec, un livre qu'on peut retrouver dès à présent sur la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Vous pouvez le commander dès à présent. Vous avez été rédacteur en chef de Spectacle du Monde, ancien correspondant de Valeurs Actuelles, et vous êtes donc spécialiste de la politique américaine des États-Unis et tout particulièrement des Républicains. Alors pour commencer, Gérald Olivier, on était à un mois du vote, à peu près, un petit peu moins. Comment jugez-vous globalement cette campagne, d'un point de vue très global? Alors, ce qui se passe cette année, c'est que l'Amérique est très tendue. L'Amérique est très divisée. Là, on est rentré dans ce qui techniquement est la dernière ligne droite. Parce qu'à partir du premier week-end de septembre, qui aux États-Unis est la fête du travail, le Labor Day, on rentre dans la campagne générale. C'est-à-dire qu'on sait qui sont les deux candidats. Les deux conventions des partis ont eu lieu en août ou en juillet. Cette année, c'était en août, à une semaine d'écart l'une après l'autre. Et donc, on a la confrontation des candidats. Mais en vérité, la campagne a commencé avant, parce que vous avez eu les primaires. Et avant les primaires, les candidats se déclarent. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où, depuis 15 mois déjà, ou même 18 mois, le pays est un petit peu en ébullition. Et cette année a été marquée par la crise du coronavirus, qui est une crise sanitaire et qui est aussi une crise économique et une crise sociale. Sur cette crise aux États-Unis, s'est greffée la mort tragique de George Floyd, cet individu noir qui a été tué par des policiers lors de son arrestation à Minneapolis et qui a provoqué une série de manifestations au départ antiracistes. Ces manifestations ont considérablement dégénéré et on a assisté aux États-Unis au printemps et à l'été à une sorte de situation semi-insurrectionnelle. Par ailleurs, Donald Trump est un président très contesté. En vérité, pour être honnête et brutal, les démocrates n'ont jamais accepté le résultat de 2016. En 2016, il a été élu en remportant le collège électoral, mais il avait perdu ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire qu'Hillary Clinton avait réuni près de 3 millions de suffrages de plus que lui, 65 millions contre 62 millions. Dans le système américain, cette situation est parfaitement plausible et le candidat élu l'est à l'issue du vote du collège électoral. C'est une élection par suffrage indirect. Donc son élection était parfaitement légitime. Les démocrates ne l'ont jamais accepté et depuis 3 ans, ils ont cherché à le faire tomber. Vous avez eu le procès en destitution, vous avez eu l'enquête sur la collusion avec la Russie. Le procès n'a rien donné. L'enquête sur collusion s'est avérée avoir été basée sur des faits faux et elle s'est plutôt retournée contre ses auteurs démocrates. Néanmoins, on est dans une Amérique très tendue et on l'a vu lors du débat Trump-Biden. Bon, Trump, c'est un puncher. C'est pas un intellectuel qui va vous fournir un argument thèse, antithèse, synthèse. C'est pas son style. Donc on a eu un petit peu ce résultat-là. Mais ce qu'on constate, c'est que l'Amérique est tendue, que cette élection va se dérouler dans un climat de tension et que peut-être on n'aura pas le résultat au soir du 3 novembre, ni même au matin du 4 novembre. Et je crains personnellement que les tensions ne fassent qu'amplifier et qu'on ait quelques débordements. On verra. Alors, on va revenir justement sur cette question autour de Joe Biden. Finalement, on a vu une campagne de primaire démocrate assez difficile. Joe Biden s'est rapidement détaché, mais on nous annonçait tantôt Michael Bloomberg qui s'est effondré tel qu'il était arrivé. Est-ce que finalement, Joe Biden est le meilleur candidat que les démocrates aient pu trouver? Alors, pour la circonstance, oui, mais c'est pas un bon candidat. C'est le moins pire. C'est le moins des pires. Pour moi, c'est un candidat par défaut. Et quand vous dites qu'il s'est détaché, pas véritablement, en fait. Si vous regardez les premières primaires démocrates, Biden était 3e, 4e, 2e. Il a remporté
sa première victoire était en Caroline du Sud, je crois, à la fin du mois de février. C'était le 4e vote. S'il n'avait pas remporté ce vote, c'est lui qui aurait dû sortir. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez Bernie Sanders, qui était le candidat le plus radical. Vous aviez Elizabeth Warren, qui était la candidate la plus radicale. Sanders et elle étaient en fait sur le même créneau. Vous aviez 2 autres candidats centristes. Vous aviez Amy Klobuchar, qui était sénatrice du Minnesota, et vous aviez ce jeune homme, Pete Buttigieg, maire d'une petite ville, South Bend, dans l'Indiana, homosexuel, 35 ans, mais très intelligent, fort en thème, etc., avec un certain charisme d'homme simple, si vous voulez. Et Klobuchar, Buttigieg et Biden étaient sur le même créneau, les démocrates centristes. Et des 3 personnages, ce n'est pas Biden qui était le plus populaire, il est très âgé. Il est fatigué, ça se voit, le pauvre. C'est quelqu'un de très bien, j'ai rien contre lui. Il a une carrière tout à fait respectable derrière lui. Je ne suis pas sûr qu'il devrait être candidat à la présidence des États-Unis aujourd'hui. S'il l'est, c'est parce que c'est celui sur lequel l'aile modérée et l'aile radicale du parti pouvaient s'entendre. Le problème des démocrates aujourd'hui, c'est que, démographiquement parlant, ils ont sans doute une majorité du pays avec eux. C'est-à-dire quand Hillary Clinton gagne 65 millions de voix, ça correspond à une base électorale très forte. Donc les démocrates ont cette base. Simplement, ils sont divisés entre une aile centriste, plus traditionnelle, représentée par Biden, et aujourd'hui une aile que je qualifierais de néo-révolutionnaire. Bernie Sanders a toujours été un néo-révolutionnaire. Il n'était pas démocrate jusqu'à il y a 5 ans. C'était un indépendant qui se revendiquait socialiste. Il est rentré dans le parti pour défier Hillary Clinton en 2016. Il a réussi à s'installer dans le parti et il a transformé le Parti démocrate en l'emmenant beaucoup plus sur la gauche. Et aujourd'hui, les jeunes démocrates sont beaucoup plus du côté radical que du côté centriste. Et tout le défi des démocrates le 3 novembre, ce sera de s'assurer qu'ils ont le parti en entier avec eux. Le problème de Biden, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire parce que s'il dit quelque chose, s'il s'engage, inévitablement, il déçoit l'une ou l'autre des 2 composantes du parti. Et donc, il a une campagne par défaut. Il a une campagne sur le silence, il a une campagne sur « j'attaque Trump », mais surtout, je ne dis rien de ce que je ferai, parce que si je m'engage quelque part, je risque d'irriter une partie de ma base électorale et de ne pas les avoir avec moi le 3 novembre. Alors on a vu justement que dans ce débat, vous l'avez dit, Donald Trump est un franc-tireur, il y a eu beaucoup de bons mots, de mots un peu violents également. Joe Biden a essayé aussi de jouer le jeu à plusieurs reprises, mais on a également vu le débat entre les futurs vice-présidents, donc Kamala Harris et Mike Pence. On a le sentiment que ces figures de vice-présidents sont un peu là pour compenser le candidat qu'il représente quelque part. Voilà, au moins il y a une différence de style. Donc le débat d'avant-hier soir était quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. On a eu des arguments, on a pu un petit peu plus entendre, pas forcément ce que feront les démocrates, mais au moins on a vu Mike Pence défendre le bilan du président. Techniquement, Donald Trump devrait être réélu. C'est-à-dire, si vous regardez l'histoire, si vous regardez la tradition, si vous regardez la tendance, les présidents sortants ont toujours un avantage par rapport au challenger. Le sujet numéro un, le souci numéro 1 de l'électorat américain, c'est l'économie. Bien sûr. Ce n'est pas le virus. Mais c'est l'économie qui peut être liée au virus, parce que le virus, lorsqu'on y répond en faisant ce que les Américains appellent un lockdown, par confinement, eh bien, vous tuez l'économie, et les Américains ont besoin de travailler comme n'importe qui, mais peut-être plus que d'autres, parce que leur système social est un petit peu différent. Ensuite, quand vous avez une épidémie où vous avez 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 cas à New York, pourquoi aller fermer le Montana, qui se trouve à des milliers de kilomètres de là? Ça n'a rien à voir. Donc une gestion nationale du virus n'est pas possible. Mais l'économie était excellente jusqu'à ce que le virus vienne mettre un petit peu cet échafaudage par terre. Ça reste le souci numéro 1 des Américains et c'est le point fort de Donald Trump. C'est d'ailleurs ce que Mike Pence a voulu défendre dans le débat et c'est ce que Donald Trump a essayé de faire face à Biden. Ce qu'on constate côté démocrate, c'est que la stratégie, c'est il faut faire tomber le président. Et peu importe ce qu'on dit, l'important, c'est de dire du mal de Trump. Moi, j'ai été frappé lors du débat Trump-Biden. Biden a fait un certain nombre d'affirmations qui ont été contredites par Kamala Harris, sa seconde listière, une semaine plus tard, où elle disait exactement l'inverse, affirmant que non, il ne l'avait pas dit, alors que si vous passez la vidéo, vous apercevez qu'il l'a dit. Et donc l'idée, c'est
On ne dit rien aux électeurs. L'important, c'est de casser du sucre sur le dos de Trump. Les deux candidats font la même chose. Kamala Harris le fait avec un petit peu plus de subtilité que Joe Biden, mais l'approche est exactement la même. Alors, vous l'avez dit, ce n'est peut-être pas le Covid qui est central dans le souci des Américains, mais bien l'économie. Néanmoins, on a vu une théâtralisation totale de la maladie de Donald Trump. Je vous propose, avant d'en parler, de regarder quelques images quand Donald Trump rentre à la Maison-Blanche après son hospitalisation et quand Joe Biden prend la parole pour lui répondre. Don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much. And Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. My prayers continue to be with the President and the First Lady for their health and safety, as they, like so many American families, are dealing with COVID-19. I was glad to see the President speaking and recording videos over the weekend. Now that he's busy tweeting campaign messages, I would ask him to do this. Listen to the scientists. Support masks. Alors on voit bien qu'il y a deux états d'esprit chez ces deux candidats. Évidemment, Donald Trump qui revient de 3 jours d'hospitalisation, c'est très court pour les formes graves de Covid. En tous les cas, on suppose qu'il n'avait donc pas une forme grave. Il revient plus en forme que jamais, de ses propres mots. C'est hollywoodien. Alors on n'a pas diffusé le clip d'ailleurs de la Maison-Blanche pour son retour pour des raisons de droit, mais c'est assez incroyable. C'est la rockstar qui remonte sur scène. Oui, moi je l'ai vu, le clip dont vous parlez, quand l'hélicoptère atterrit, on le voit qui traverse la pelouse, qui monte, qui réapparaît au balcon, c'est filmé en, je sais pas comment on appelle ça, en contre-plongée, mais il est pris par en dessous. Oui, c'était très théâtralisé. Il y a une théâtralisation des deux côtés. Alors, la maladie de Donald Trump, c'est absolument phénoménal ou fascinant comme incident de campagne. Parce que voilà quelqu'un qui n'a pas nié la réalité du discours, mais qui malgré tout a voulu constamment rassurer l'Amérique en disant « ce virus est très dangereux, il est mortel, mais on ne peut pas s'arrêter de vivre ». Parce que la vie est telle que parfois il faut prendre des risques. Et donc je vais faire en sorte que votre vie reste aussi normale que possible en dépit du virus. Ça, c'était la version de Donald Trump, qui pour certains consistait à nier le virus. Et voilà qu'il prend des risques et inévitablement il se retrouve lui-même infecté. Et il faut le dire ce qui est, les démocrates ont été extrêmement cyniques. Il y a eu des messages de mort sur Internet. Vous avez une ancienne porte-parole d'Hillary Clinton qui a écrit un tweet, elle l'a retiré après, en disant « j'espère qu'il meurt, j'espère qu'il y reste ». Au moins, on a vu dans votre clip Joe Biden avoir la décence de souhaiter au président et à la première dame un prompt rétablissement. Mais non seulement Donald Trump ne meurt pas, mais comme vous dites, il se remet plutôt rapidement et il en sort plus fort. Et là, vous avez le symbole du message qu'il va présenter à l'Amérique et qu'il a déjà présenté. C'est-à-dire, nous sommes un pays puissant, nous sommes un pays qui peut être attaqué, de manière délibérée ou pas, on peut se retrouver affaibli, mais en tant qu'Américains, nous allons en sortir, et nous allons en sortir plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Donc il y a un message derrière ce qui est arrivé à Donald Trump qui est extrêmement puissant. Et c'est un message que les démocrates vont avoir beaucoup de mal à contrer. Ce qu'on a vu dans la démonstration de Joe Biden, il était à donner une conférence. Il était derrière un pupitre et derrière des micros. Il y avait derrière un masque. Et derrière un masque, alors qu'il n'y avait personne à moins de 5 mètres de lui. Donc techniquement, il n'avait pas besoin du masque. Nous ne portons pas de masque, ni vous ni moi aujourd'hui. Et nous sommes à 2 mètres d'écart et on respecte les distanciations. Donc Biden n'avait pas besoin. Mais le fait de mettre un masque, ça cherche à faire rentrer dans l'esprit des gens, voilà, nous sommes avec un virus qui est partout et il faut se protéger, il faut se protéger, il faut se protéger. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon message. Je pense au contraire que le message de Trump est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que dans la vie, à un moment, il faut prendre des risques. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump a dit quand il est allé à l'hôpital. Il a dit, moi, je ne vais pas m'enfermer dans mon bunker sous prétexte que je suis porteur d'un virus. Non, j'ai un travail à faire, je vais le faire en dépit du risque. Alors cette affaire, justement, elle est très intéressante parce que, d'une part, on peut se dire, tout simplement, il a contracté le virus parce qu'il continue d'aller voir des gens et donc il est plus proche du peuple. Et puis par ailleurs, on peut se dire, il est d'autant plus proche du peuple puisque lui aussi peut attraper le virus et peut connaître cette maladie de l'intérieur d'ailleurs. Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire en fait, ça l'humanise.
Ça montre qu'il est un citoyen comme les autres, voilà, et qui est exposé au même danger que les autres. Alors certains ont dit oui, mais il a eu les meilleurs docteurs du monde, le Walter Reed Hospital, c'est voilà, etc., etc. Bon, c'est sans doute vrai qu'on a pris soin de lui. Enfin, comme tous les chefs d'État. Absolument. Mais il n'empêche qu'il reste humain. Et que s'il avait eu une précondition ou autre chose, peut-être que la maladie aurait pu se développer. Vous avez dit quelque chose de très vrai aussi, c'est qu'il a probablement contracté une forme relativement affaiblie du virus. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut poser, au-delà d'ailleurs des États-Unis, quant à la gestion de ce virus aujourd'hui. Alors c'est assez amusant ce point, parce que j'avais entendu et lu sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises que Donald Trump avait un peu d'embonpoint, et que donc s'il était contaminé, il ferait une forme grave du virus, donc encore raté. Oui. C'est assez amusant parce que cette théâtralisation fait un peu penser au passage Boris Yeltsin, Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas en forme, qui est malade, qui est alcoolique, et Poutine qui se met en scène justement, qui fait du karaté, qui est très en forme, etc. Et là, Donald Trump prend un peu les démocrates sans doute par surprise. Ah oui, dans votre analogie, Trump c'est Poutine et Yeltsin c'est Biden. Sûr, mais c'est Trump par surprise, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il a de l'embonpoint. Il est sans doute en surpoids, comme on dit. Maintenant, il n'est pas obèse. Et je pense pas qu'il ait de problèmes cardiaques, il n'a pas d'asthme, il n'a pas de diabète, qui étaient comment dirais, des comorbidités, qui renforçaient la létalité du virus. Mais ce qui est étonnant, c'est le contraste. Il a 74 ans, il n'a que 4 ans de moins que Joe Biden. Et il a une énergie pour son âge qui est phénoménale. D'ailleurs, son entourage le reconnaît. Et parfois, il est difficile pour eux de suivre Trump, d'avancer à la vitesse où lui va, parce que c'est un bulldozer, c'est quelqu'un qui a besoin d'être actif, c'est compulsif chez lui, mais pour un président, c'est particulièrement utile. Alors on a également le sentiment qu'on a tout entendu autour de cela, puisque comme vous l'avez dit, certains démocrates ont souhaité qu'il meure, certains médias ont même annoncé qu'il se trouvait dans un état très grave et qu'il était presque aux portes de la mort. Oui. Et désormais, comme il s'est rétabli, certains expliquent que c'était un coup de com' et qu'il n'a jamais eu le virus. Absolument, voilà. Et donc là, on est dans un des aspects très particuliers de la campagne d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va entretenir la méfiance et la défiance vis-à-vis du système. Il y a une campagne de désinformation permanente et qui fonctionne des deux côtés, on va dire, mais comme Donald Trump a tous les médias contre lui, et ça aussi c'est un système qu'il faut quand même souligner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les démocrates contrôlent la haute finance new-yorkaise, ils contrôlent la culture avec Hollywood, il contrôle les médias avec l'essentiel des quotidiens. Il contrôle tous les milieux universitaires parce qu'énormément de professeurs sont du côté, voire relativement radicaux. À partir de là, vous avez une emprise sur les idées, sur la pensée, sur la communication qui est phénoménale. Et on le voit parce que Trump est président, mais il doit lutter non pas seulement contre les démocrates au Congrès ou ailleurs, il doit lutter tous les jours contre les médias. Il l'a dit, j'ai pas besoin de m'entraîner pour le débat parce que je suis confronté tous les jours à des questions hostiles de la part des médias. Il a fait un tweet récemment où il disait le premier parti d'opposition, c'est les fake news médias. Absolument, voilà. Alors ça déplaît beaucoup parce qu'on va dire voilà quelqu'un qui va interdire l'information. C'est pas vrai du tout. Il va pas du tout interdire l'information. Il aimerait que l'information soit un tout petit peu plus impartial ou un tout petit peu moins partial. Dans ce jugement, est-il vraiment partial? Parce qu'on a vu que le premier débat était organisé autour d'un journaliste de Fox News. Oui. Communément, vu de France, on considère que Fox News est plutôt républicain. Oui. À l'inverse de beaucoup d'autres médias. Oui. Pourtant, on a vu que Donald Trump n'était pas spécialement content que ce soit ce monsieur qui orchestre le débat. Non, mais ils ont déjà eu des petits accrochages. Le personnage s'appelle Chris Wallace. Il est très réputé, il est très respecté. Et c'est vrai qu'il a plutôt eu une position qui était proche des républicains. Maintenant, il n'est pas du tout pro-Trump. Et il n'aime pas chez Trump justement ce côté provocateur et le fait que Trump ne va pas nécessairement respecter son adversaire. Et on a vu dans le débat qu'il était beaucoup plus à reprocher à Trump ses interruptions de Biden, alors qu'il y avait également des interruptions qui venaient de la part de Biden. Donc c'est vrai que c'était Fox News. Donald Trump ne considère pas que Fox News
est une chaîne de télévision qu'il soutient. C'est quand même une chaîne de télévision qui est beaucoup plus équitable à son égard et où il y a un certain nombre de journalistes qui lui sont beaucoup plus favorables. Il y a un monsieur qui s'appelle Sean Hannity qui, lui, par contre, est un petit peu trop dans la poche de Donald Trump. Et c'est un journaliste vedette de la chaîne Fox. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Il y a les événements et il y a le traitement des événements. C'est-à-dire que si on reste ou on en revient sur ce sujet du coronavirus, il est admis aujourd'hui que le coronavirus ou le traitement la gestion du coronavirus par Donald Trump, c'est son plus grand échec. Si on regarde de près, c'est pas forcément vrai. Et quand on regarde les responsabilités du président et les capacités du président à gérer une telle crise, il a fait des choses qui étaient parfaitement logiques dans sa position. Les États-Unis sont un État fédéral avec 50 États. Et chaque État est géré par son gouverneur. Et le président ne peut pas prendre la place du gouverneur pour dire faites ci, faites ça si vous n'avez pas envie. Donc, quand on voit qu'il y a eu 20 000 morts à New York, eh bien c'est le président Andrew Cuomo qui est en première ligne. Mais c'est pas du tout lui que les médias mettent en avant. Non, c'est Trump. Ce sont les morts de Trump. Donc on a là un traitement médiatique qui est systématiquement anti-Trump. C'est très difficile pour lui de lutter contre cela. On pourra en parler peut-être un petit peu plus tard. Si on regarde les sondages donnent systématiquement Biden en tête, avec 10-14 points d'écart. Je suis persuadé que le résultat sera très très différent de cela. Mais les sondages se veulent reflet de l'opinion, mais en fait ce sont des faiseurs d'opinion. On cherche à dire aux gens, voilà, Biden est en tête, votez pour le vainqueur, et puis si vous êtes républicain, c'est pas la peine d'aller voter parce qu'il a un tel retard qu'il ne le rattrapera pas. Donc la gestion de la campagne par les médias est en fait un vrai sujet, et un sujet qui est au désavantage de Donald Trump aujourd'hui. Alors vous parliez tout à l'heure du système, avec un grand S, de l'establishment, on pourrait peut-être dire, avec les médias, effectivement, les universités. Est-ce qu'on peut dire que Trump est un candidat anti-système? Ah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait il y a 4 ans. Parce que vous avez également de la part des électeurs une méfiance vis-à-vis de ce système. Et à l'opposé, Biden, c'est vraiment, lui, le candidat du système. Est-ce que ce n'est pas tout simplement 2 systèmes qui s'opposent? Est-ce que ce n'est pas 2 systèmes qui s'opposent? Non, j'irai pas jusque-là, parce que Donald Trump est un perturbateur qui n'aime pas la bureaucratie. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas respecter les processus. Si vous regardez le vaccin que les Américains sont en train de préparer. Lorsque vous faites un vaccin, vous devez faire un certain nombre d'essais sur des échantillons de personnes qui sont volontaires. Ces essais doivent être validés. Vous devez transmettre le résultat de cet essai à telle autorité qui va vous renvoyer. Bon. Il y a toute une bureaucratie qui fait que si demain on avait un vaccin, si l'on suit la bureaucratie, il ne serait pas disponible avant 8 ou 9 mois. Parce qu'il y aurait tout un circuit à respecter. Trump vous dit, nous sommes en situation d'urgence. Si demain, le vaccin est disponible, moi, je veux faire en sorte que tout le monde, et qu'il a été approuvé, qu'il a quand même été essayé, je veux faire en sorte qu'immédiatement, tout le monde y ait accès. Donc, il veut passer outre cette bureaucratie. Donc, c'est pas vraiment un système. Dans cette question-là, lui-même se retrouve être anti-système. Et puis, c'est vrai que c'est pas un homme politique. C'est un homme qui a été un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui construit des tours, qui construit des palaces, qui construit des salles de jeu, qui construit des terrains de golf. Et quand on gère une entreprise, il y a le boss qui est en haut, qui donne des ordres, et il a en dessous des exécutants. La politique, c'est pas tout à fait ça. Vous avez des conseillers, et vous devez quand même les écouter. Et parfois, Trump a du mal à écouter ses conseillers, et ses conseillers ont du mal à le contrôler. Et puis, inversement, vous avez un certain nombre de conseillers qui pensent qu'ils sont plus importants que le président et que le président n'est que là pour dire ce qu'ils lui ont dit de dire. Et vous ne faites pas ça avec Trump. Donc Trump, il est vraiment anti-système de ce point de vue-là. Alors, on l'a parlé des fake news tout à l'heure, on a parlé du système. Donald Trump vient de remettre une pièce dans la machine, si j'allais dire Hillary Clinton, en reparlant des emails, du scandale des emails. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et quel est l'intérêt pour lui dans cette campagne? Alors, c'est très compliqué et c'est très important, mais je ne suis pas sûr qu'il faille aujourd'hui encore en parler pour Trump. Il le fait, très bien, c'est son option. En fait, on en revient à ce qui s'est passé en 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, vous aviez Trump contre Hillary Clinton. Hillary Clinton était connue parce que Wikileaks avait révélé le fait que les ordinateurs du Parti démocrate avaient été piratés. Et donc, il y a un certain nombre de révélations qui avaient été faites sur Hillary Clinton qui étaient embarrassantes sur la façon dont elle avait géré à la fois le secrétariat d'État et certaines de ses relations. Elle avait commis pas mal d'imprudences, voire elle avait
elles-mêmes n'ont pas respecté le processus du tout et commis ce qui pourrait être interprété comme des délits. Donc il y avait un petit peu cela qui pesait sur elles. Et il se trouve que le Parti démocrate a eu pour idée de créer, de toutes pièces, cette idée qu'il y avait une collusion entre Trump et des intérêts russes, que certains membres de son entourage avaient été en contact avec des agents du renseignement russe et qu'il pouvait y avoir une faille, il pouvait y avoir un danger, il y avait eu une intrusion de la campagne de Donald Trump par des agents russes et à partir de là, il devait être surveillé et s'il était un jour président, les États-Unis verraient leur sécurité nationale mise en danger par ces contacts. Et vous avez eu toute une enquête menée par le FBI au sein de l'équipe Trump, à partir des éléments qui avaient été fournis et qui ont fait qu'il y a véritablement eu un espionnage de la campagne Trump par le FBI. Que le FBI enquête sur des citoyens aux États-Unis, c'est parfaitement normal. C'est leur rôle. Ils sont là pour assurer la sécurité intérieure et ils sont aidés par la CIA sur la sécurité extérieure. Par contre, quand cet espionnage se fait sur demande d'un parti politique et que ce parti politique se trouve être le parti au pouvoir et que les éléments de base qui justifient cette enquête s'avèrent être des faux, que l'on sait que ce sont des faux, mais que l'enquête se poursuit, là on commet un abus de pouvoir. Oui, parce que reprécisons bien, c'est évident, mais c'était pendant la fin du mandat de Barack Obama, Absolument. Évidemment, et pendant la campagne qui a fait élire Trump. Absolument. Et à ce moment-là, on commet un abus de pouvoir. Si le président est mis au courant de ce qui se passe et qu'il laisse faire, il devient complice d'un abus de pouvoir. Donc pour Trump, les démocrates et le gouvernement, l'administration Obama, en 2016, ont commis un abus de pouvoir. Cet abus de pouvoir n'a pas été vu tout de suite, il était connu, il aurait pu l'être, ça ne l'a pas été. Au contraire, on a continué à poursuivre l'enquête. L'enquête de Robert Mueller, le procureur indépendant sur la collusion avec la Russie, découle de ce dossier. On sait aujourd'hui que ce dossier était un faux. Et on sait non seulement qu'il était un faux, mais on a découvert tout récemment par un texte, une note de John Brennan, qui à l'époque était le directeur de la CIA, que c'était une manœuvre conçue par l'équipe d'Hillary Clinton pour justement détourner l'attention de ces emails. Donc là, on a vraiment un abus de pouvoir parce que le gouvernement se fait complice d'un des deux candidats. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, Trump veut réparation. Trump veut absolument faire comprendre qu'il a été victime d'une injustice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'il gagne. Bien sûr. Donc si Trump avait perdu, si Hillary Clinton avait été élue, on n'aurait jamais rien su de tout ça. Et au contraire, on aurait pu, de toute façon, il y avait des agents russes dans son équipe, etc., etc. C'était une construction totale. C'était une, c'était une invention. C'était ce qu'on appelle de la opposition research en anglais, où on cherche à affaiblir votre adversaire en inventant des choses qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Donc le scandale est là. Pour moi, le scandale est vieux. C'est une histoire qui est un petit peu complexe parce que justement, elle a été cachée pendant un certain temps. Elle met en cause différentes administrations fédérales. Et pour moi, Trump devrait passer à autre chose. Mais est-ce que concrètement, ça concerne directement Joe Biden? Ça concerne Joe Biden indirectement parce qu'il a participé à un certain nombre de réunions où cette affaire a été évoquée, où le manque de bases concrètes justifiant une enquête a été évoqué et où il a laissé faire. Et où il a même une fois agi, c'est un petit peu technique, mais si vous vous souvenez de Michael Flynn est ce personnage général américain qui aurait dû devenir conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Il a été attaqué dans le cadre de cette affaire. Il a dû démissionner parce qu'il a été interviewé à son insu par le FBI. Il n'a pas donné une information qu'il avait donnée à quelqu'un d'autre. Il s'est contredit. Bon, il a été obligé de démissionner. Et il a été attaqué par une vieille loi américaine qui s'appelle le Logan Act, qui date de 1798 et qui interdit à un homme politique américain d'avoir des contacts avec des agents étrangers dans le cadre de la situation où était Michael Flynn à l'époque. C'est Joe Biden qui a suggéré, lors d'une réunion,
d'attaquer Michael Flynn par le biais du Logan Act. Donc indirectement, il est mêlé à cela. Maintenant, il n'était que vice-président. Les deux personnages qui sont vraiment impliqués, c'est Hillary Clinton et c'est Barack Obama. Mais ça ne remontera jamais jusque-là. Entre les deux, c'est James Comey, qui était directeur du FBI, qui a laissé faire, qui a consciemment laissé faire, qui pour moi est le personnage le plus responsable. Alors, on va en terminer avec cette question du Covid. Une dernière question. On a vu que Donald Trump avait décidé de geler le plan d'aide aux ménages et aux petites entreprises qui avaient souffert du Covid-19 avant les élections prochaines. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Parce que, comme vous expliquez, les Américains ont l'habitude de voter, j'allais dire, avec le portefeuille, peut-être encore plus qu'en France. C'est pas très électoraliste, ça, pour le coup. Alors, c'est pas très électoraliste. On verra le 5 novembre ou le 4 novembre si c'était une bonne idée ou pas. Absolument. Il y a un débat autour de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est-à-dire que vous avez Donald Trump qui est président et vous avez un Congrès qui est divisé entre une Chambre des représentants où les démocrates ont la majorité, avec comme speaker, présidente de la Chambre, Mme Nancy Pelosi, et vous avez un Sénat où les républicains ont une majorité assez limitée, avec M. Mitch McConnell, qui est le président du Sénat, enfin le chef de la majorité républicaine au Sénat. Lorsque vous voulez faire passer un texte de loi, il faut qu'il soit accepté par les deux chambres. Et chaque chambre peut réviser le texte. Donc, dans le texte que la Chambre des représentants a voulu mettre en avant, vous aviez ce que les Américains appellent des perks. C'est-à-dire que en plus de l'argent qui va être distribué pour la cause des Covid, du coronavirus, eh bien, on va demander, par exemple, que ce qu'on appelle le ballot harvesting, c'est l'idée d'aller récolter des bulletins de vote, qu'on puisse envoyer des gens frapper aux portes pour faire voter les gens alors qu'ils n'en avaient pas forcément l'intention, et bien que cette méthode, par exemple, soit légalisée et étendue à l'ensemble du pays. Et on va faire en sorte que certaines causes du Parti démocrate soient également soutenues. Dans une loi, vous mettez toujours tout un tas d'alinéas qui font qu'on parvient à un compromis. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec le fond de la loi, mais vous avez un petit quelque chose pour vous, donc vous votez pour. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Et simplement là, eh bien, les démocrates ont chargé la barque. Et Donald Trump a dit ça ne sert à rien de discuter sur une telle base, moi j'arrête. Donc, on va pas aller plus loin. Est-ce qu'il va être capable de faire passer ce message, de le faire comprendre? Je ne sais pas. Lui se base sur l'idée que le chômage était monté à 20-25% au mois d'avril-mai. Il est tombé à 6,9 ou 7,9. Il a créé 11 millions d'emplois ou recréé ou rétabli plus de 11 millions d'emplois en 6 mois. Et son message auprès des Américains, c'est avec moi, l'économie va remarcher. Donc si vraiment c'est votre souci, et vous le savez parce que j'ai fait mes preuves au cours des 3 premières années de mon premier mandat, j'ai pas besoin de passer par ce package, on y reviendra après ma réélection. Et c'est vrai que s'il est réélu, peut-être que la majorité à la Chambre aura changé, on verra comment est construit le Congrès à ce moment-là, mais s'il est réélu, il sera à l'aube d'un second mandat, et donc je crois qu'il aura beaucoup plus de poids, et qu'il pourra à ce moment-là faire passer une loi qui sera beaucoup plus proche de ce qu'il souhaite, et beaucoup moins proche de ce que les démocrates. Voilà, beaucoup moins de compromis. Alors, j'aimerais également, on a évoqué la question des émeutes raciales avec Black Lives Matter à la suite de la mort de George Floyd, tué par un policier. J'aimerais qu'on vienne sur la question, on sait que là-bas aux États-Unis c'est beaucoup plus décomplexé, on va dire, que les répartitions de votes peuvent être tout à fait calculées, analysées sous le prisme racial, j'allais dire. Et communément en France, on croit que la population afro-américaine aux États-Unis vote comme un seul homme pour les démocrates. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vous propose de regarder un petit sujet qui le montre. Like, I really need her to. You have a different, dynamic. You have a different candidate. You have, Donald Trump, who's now been elected, and people have seen the damage that he's done. But his claims of all of it, now his campaign slogan is "Keep America Great." Everybody has a chance to see that his record has not made our country greater. It's actually brought us down. We've come so far. And we still have a lot of work to do, but that crew and the turnout in Milwaukee went down, and Trump didn't win by this. I didn't vote in 2016, but I did vote in elections beforehand, and I'm going to vote in this election.
This president has actually done more for the black community, I believe, than any other president, in, at least to my recollection of how long I've been alive. So I think just going forward with that positive messaging, the positives that the president has done, the negatives that Joe Biden has created, especially with mass incarceration, as well as locally here with the failed democratic policies such as our public schooling and our crime rates skyrocketing. Alors on voit bien que ce sujet est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Oui, alors en fait, c'est un petit peu compliqué parce que si on remonte dans l'histoire, le parti qui a promu les Noirs en premier, c'était les Républicains. Abraham Lincoln, président, c'est un républicain. C'est Abraham Lincoln qui abolit l'esclavage. Et c'est à l'issue de la guerre de sécession que l'on a le 13e, le 14e amendement qui donne aux Noirs une pleine citoyenneté et des droits civiques, même si en fait ils sont détournés pendant un certain temps. Donc le parti républicain était le parti des Noirs jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Tout bascule après la Deuxième Guerre mondiale parce que justement, on a, avec Martin Luther King et tout le mouvement qui se déroule dans les États du Sud, une demande des Noirs pour de vrais droits civiques. C'est-à-dire qu'en fait, le Sud s'était débrouillé de telle façon que les Blancs conservent le pouvoir par tout un tas de méthodes. Et à ce moment-là, c'est plutôt les démocrates, mais les démocrates du Nord-Est, c'est les Kennedy et les autres qui vont se rallier à cette cause. Et on va voir que la loi pour les droits civiques, elle est votée en 1964, elle est rédigée sous Kennedy, et puis elle est votée après sa mort, c'est Johnson qui est président, mais c'est cette loi qui va véritablement lier le Parti démocrate. Johnson est un démocrate, Kennedy était un démocrate, c'est cette loi qui va lier le parti à l'électorat noir de l'époque, en créant un certain nombre de systèmes d'aide, les fameuses actions affirmatives qui vont chercher à promouvoir... C'est la discrimination positive. Discrimination positive, si on veut l'appeler comme ça, à promouvoir pas mal d'éléments de la communauté noire pour faire en sorte que cette communauté parvienne à émerger, en même temps créant un certain nombre de systèmes d'assistantes pour cette communauté. Et qui, disons-le, ne fonctionne pas très bien. Après 50 ans, non. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on a réussi, on a diminué la composante de la communauté noire qui était pauvre ou très pauvre. Il y a une classe moyenne noire qui a quand même réussi à émerger. Mais il y a un certain nombre de gens qui ont été laissés à la trappe, laissés derrière, et qui, eux, se sont retrouvés dans un cycle de la pauvreté. C'est-à-dire que l'assistanat entretient la pauvreté. Trump, ce qui est très important dans le message de Trump, c'est qu'il vous dit, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut en changer. Moi, ce que je vais apporter à la communauté noire, c'est pas de l'assistanat, c'est un job, un vrai job, avec un revenu qui pourra augmenter. Et un revenu qui augmente, c'est la capacité d'avoir une vie, de faire des projets, de savoir qu'on a un avenir qui sera peut-être meilleur que le présent. C'est un message qui est à l'opposé du message démocrate. Et on s'aperçoit, comme votre reportage le disait à l'instant, qu'une partie de la communauté noire est en train d'écouter Trump. On parle même aux États-Unis de Blexit. On parle de Blexit, ce sont les Blacks qui exitent le Parti démocrate, qui quittent le Parti démocrate pour se rallier à Trump. Malgré tout, quand Obama a été élu en 2008, il avait réuni, je crois, 93 ou 95% du vote noir. C'était énorme. Je crois qu'Hillary Clinton, en 2016, elle a eu au-delà de 80% du vote noir. Et peut-être même 87 ou 88%. Donc, les républicains ont la partie vraiment congrue de ce vote-là. On va voir cette année... faire basculer le vote? Parce qu'on voit que Donald Trump lance quand même beaucoup d'opérations en ce sens. Sur Twitter, on voit qu'il y a beaucoup de photos avec la communauté afro-américaine. Je ne serais pas surpris que Donald Trump remporte au-delà de 20% du vote noir. Ce qui serait exceptionnel par rapport aux circonstances. C'est-à-dire que quand Barack Obama fait 95% de ce vote, il est possible que là, Biden fasse 75%. Ce sera quand même beaucoup moins. Malgré tout, le vote noir reste toujours pour l'instant un petit peu prisonnier du Parti démocrate, mais ce n'est pas un cas unique. Et on voit des gens qui quittent le parti, et il y a un certain nombre de voix noires. On les a vus à la convention républicaine, qui sont là pour dire notre communauté n'a pas intérêt à rester avec les démocrates, parce qu'on a vu en 50 ans ce qu'ils pouvaient faire. Oui, ils nous donnent un assistanat, mais cet assistanat nous condamne à la pauvreté au lieu de nous en sortir. Mais même sur les accusations de racisme, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le reportage avec le supporter de Donald Trump. Il explique que finalement, il y a plus d'incarcération également dans les États démocrates et qu'ils ne font absolument pas exception. Par ailleurs, on a vu
qu'à Minneapolis, pour la mort de George Floyd, le chef de la police était un Afro-Américain. Bien sûr. Dans un État démocrate, Bien sûr. On ne peut pas dire que ce soit le racisme du camp républicain qui s'en prenne aux Afro-Américains tout particulièrement. Non, ça c'est absolument, vous avez parfaitement raison. Ça c'est un traitement simplistique de la part des médias. Faut bien comprendre une chose, les services de police sont le reflet des communautés. Quand vous avez une communauté noire, vous avez une police qui elle aussi contiendra des éléments noirs. Et la police américaine n'est absolument pas systématiquement raciste. Non, ça c'est un message politique. Et tout est politique. Le message du Black Lives Matter, c'est un groupe radical dont l'objectif n'est pas du tout de venir en soutien à la communauté noire. C'est un groupe dont l'objectif est de renverser le système social, économique et politique américain. Et si vous allez un petit peu sur leur site et vous regardez leurs revendications, elles dépassent largement le cadre des relations raciales. Par contre, elles sont établies sur une base qui, pour eux, est un axiome. C'est tout blanc est raciste. Tout blanc est raciste, tout blanc est oppresseur. Et à partir de là, privilège blanc, voilà. Et il y a un privilège blanc. Et ils ont réussi à faire penser à certains qu'il y avait aussi une culpabilité blanche. C'est ça qui est très fort. Mais il y a une sorte de privilège blanc. C'est vrai que être noir aux États-Unis, c'est pas forcément une situation facile. Tout dépend de votre condition sociale au début. Parce que, je ne veux pas être méchant avec elle, mais Michelle Obama, même Kamala Harris, le fait d'être noire n'a pas été pour elle un désavantage. Au contraire. Au contraire. C'est-à-dire que les études de Michelle Obama ont été payées par le contribuable américain. Et elle est allée à Harvard. Elle avait peut-être les capacités intellectuelles pour y aller. Tant mieux pour elle, bravo. Mais voilà, donc il y a un moment où le système vous a quand même aidé. Et si le système vous aide, c'est que le système n'est pas raciste. Je crois d'ailleurs que dans les universités, il y a des quotas. Ah bien sûr. Alors, ils sont en train d'être révisés aujourd'hui parce que d'autres communautés font des procès pour notamment discrimination. La communauté asiatique, je crois. La communauté asiatique, exactement, parce qu'ils ont beaucoup d'élèves qui sont de très très bons élèves et qui se retrouvent rejetés avec des dossiers parfois meilleurs à cause des quotas. Donc, oui, le système n'est pas un système, comment dirais-je, qui fonctionne pour tous. Mais comment dirais-je, la communauté noire a pu bénéficier de ce système. En même temps, il y a malgré tout, même moi je veux bien le reconnaître, des difficultés quand on est noir. Elles ne sont pas forcément avec la communauté blanche. Elles sont avec votre propre communauté. Parce que si... il y a quelque chose que les Américains appellent « acting whitey ». Qu'est-ce que c'est que pour un noir acting whitey? C'est se prendre pour un blanc, c'est se comporter comme un blanc. Et si vous cherchez à sortir de ce groupe-là, à être sérieux à l'école, à faire des études, etc., vous vous retrouvez isolé, rejeté au sein de votre propre communauté. Donc les relations raciales ne sont pas simples. Il y a du racisme. Je pense qu'il y a un racisme qui existe des deux côtés, parce que la communauté blanche n'est pas raciste dans son ensemble. Si elle l'était, Barack Obama n'aurait jamais été élu président. La communauté noire, c'est 13% de la population américaine. Et donc vous avez 87% qui ne sont pas noirs. La communauté blanche aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 60 à 65% de la population américaine. Quand Barack Obama a été élu, il a été élu grâce à des suffrages blancs. Et si on avait un raciste systémique, eh bien il n'aurait jamais été président. Et on voit Kamala Harris aujourd'hui, qui se retrouve candidate à la vice-présidente. Elle est à la fois noire et à la fois indienne, et c'est une femme, donc elle a tout pour elle aujourd'hui, on va dire. Le système n'a pas du tout été à leur désavantage. Alors pour terminer, Gérald Olivier, on a bien compris, tout porte à croire que le scrutin va être très serré. Pour cette nouvelle élection, vous l'avez un peu touché du doigt tout à l'heure, vous vous attendez potentiellement à ce qu'il n'y ait pas de résultat le 3 novembre. Oui, ça va être très très difficile à gérer, pour deux raisons. La première, c'est qu'il risque d'y avoir dans certains États un score si serré que l'on demande un recompte. Je rappelle que s'il y a moins d'1% d'écart, le recompte est automatique. Je crois même que c'est 1,5. Mais donc, il y a un certain nombre d'États, les fameux États clés, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, peut-être le Minnesota, peut-être l'Arizona, des États où, pour l'instant, l'électorat est divisé, mais en part très égale. Il est possible que le résultat soit si serré que l'on demande un recompte. La Floride, encore une fois, qui avait déjà été problématique en 2000. Donc, il y a cette première question, les recomptes possibles. Et puis, il y a surtout l'incertitude liée au vote par correspondance.
Vous évoquez la Floride. J'avais cru voir une info concernant Michael Bloomberg qui aurait payé les dommages et intérêts de certains criminels pour qu'ils retrouvent leur droit de vote, tout simplement. Absolument. Oui, vous avez, du côté démocrate, on a une volonté extrême de battre Trump. C'est-à-dire qu'ils ont une peur... Voilà, c'est pas vraiment à armes égales, c'est quand même particulier comme méthode. C'est particulier, oui, mais c'est autorisé par la loi américaine. C'est-à-dire qu'un citoyen peut... alors, c'est du bail, c'est pas forcément des gens qui sont en condamnation. Parce que quand vous êtes... C'est pas des cautions. Voilà, si, c'est des cautions. Donc, c'est des gens qui peuvent être en provisoire, d'accord? Parce que aux États-Unis, quand vous êtes emprisonné, vous perdez vos droits civiques et donc vous ne votez pas. Il faut être libéré de prison pour pouvoir voter. Donc, si vous êtes détenu avec une caution, vous pouvez, si vous payez cette caution, vous pouvez être libéré et à ce moment-là, vous retrouvez vos droits. Mais vous étiez entre deux jugements, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous ne pouvez pas faire libérer de manière préventive quelqu'un sous prétexte que vous allez payer quelque chose. Mais il y a une vraie volonté de battre Trump. Et ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent dedans. Et Michael Bloomberg l'avait dit, quand il a déclaré sa candidature à l'automne 2019, c'était parce que justement Joe Biden était à la dérive, qu'on pensait qu'il ne pourrait pas avoir la nomination, qu'il fallait surtout pas que Bernie Sanders l'ait parce qu'il était trop radical pour être élu. Et donc on a cherché un autre centriste. Et on pensait que Bloomberg serait ce centriste-là. Il avait de l'argent, il était un petit peu connu, il avait été maire de New York, voilà. Il était nul en campagne et sa candidature a fait plus que pchit. Elle s'est effondrée instantanément en dépit de ses millions. Il a toujours ses millions, voire ses milliards, et donc il peut les dépenser. C'est ce qu'il fait. Et Donald Trump, pour sa part, a également annoncé que s'il perdait, il pourrait aussi ne pas reconnaître le résultat de l'élection, notamment parce qu'il a des suspicions sur la question des votes par correspondance. Par correspondance, absolument. Voilà, c'est là. Il y aura des recours. Alors, je vous dis une chose. Il ne faut surtout pas faire penser à qui que ce soit que si Trump était battu, il pourrait conserver le pouvoir. Ce cas de figure-là, il est à mettre de côté. Ça viendra de gens de gauche qui veulent installer une sorte de peur et nous faire croire que Trump est un dictateur, ce qui n'est pas du tout le cas. Le système américain est tel que si Trump est battu et que cette défaite est avalisée, eh bien, il perd tous ses pouvoirs le 21 ou le 20 janvier à 12h01. Parce qu'il sera président jusqu'au 20 janvier 2021. Oui, 20 janvier 2021. Et là, personne ne sera avec lui. Donc, le cas de figure où Trump voudrait conserver le pouvoir au-delà de son mandat alors qu'il a perdu l'élection, il n'existe pas. Par contre, une élection disputée avec un certain nombre de recours du fait de la validation de votes par correspondance, ça c'est plus que probable. Pourquoi ? Parce qu'à cause du coronavirus, les démocrates ont convaincu un certain nombre de gens qu'il était dangereux d'aller voter en personne. Et donc ils ont promu cette idée du vote par courrier. Et malgré tout, les fraudes sur le vote par courrier sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus fréquentes que lorsqu'on va voter en personne. Lorsque vous allez voter en personne, on sait qui vous êtes. Vous avez une pièce d'identité, vous mettez votre signature et vous apposez vous-même votre bulletin dans l'urne, ou dans la machine en l'occurrence. Lorsqu'on vote par correspondance, on ne sait pas qui a rempli le bulletin. Et ça fait quand même aussi baisser l'absentition. C'est plus facile ça de fait voter baisser par l'abstention, ça fait baisser l'abstention, ça fait augmenter la participation, mais on observe, et là il suffit d'aller regarder les chiffres, on observe que le vote par correspondance, il n'est pas du tout un reflet du vote national. Dans le vote national, vous êtes à, on va dire, 45-45 pour les deux ou 45-47, 45 républicains, 47 démocrates. Le vote par correspondance, c'est 30-70. 30 pour les républicains, 70 pour les démocrates. Donc on dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'à chaque fois que le vote est envoyé par courrier, 2 fois sur 3, c'est un candidat démocrate qui se retrouve élu. Donc je peux vous garantir que Donald Trump a une équipe d'avocats qui est déjà sur place, et dans un certain nombre d'États, inévitablement, vous aurez des recours et vous aurez des contestations. C'est ça qui risque de poser problème, parce que une élection contestée n'est pas du tout une élection qui permet au pays de se réunir derrière. Et moi, je vois un autre écueil. Je ne sais pas si vous avez une question à venir derrière, mais je la devance. C'est le résultat inverse. C'est-à-dire, Trump, pour moi, sera en tête au 3 novembre ou au 4 novembre au matin. Et là, est-ce que les démocrates vont être prêts à accepter cette défaite?
Hillary Clinton a déjà recommandé à Biden de ne jamais concéder, de ne jamais reconnaître sa défaite. Le cas de figure le plus probable pour moi, c'est celui d'une victoire de Trump très très étriquée, peut-être même une victoire au collège électoral, mais pas forcément au suffrage populaire, mais une victoire qui déclenche des émeutes et une contestation violente dans la rue. Là, on ne sera pas devant les tribunaux, on sera carrément dans la rue. Contestation agitée quand même. Absolument. Tout ce qu'on a vu à Portland, à Minneapolis, à Louisville, à Chicago, toutes les émeutes urbaines auxquelles on a assisté tout au long du printemps, pour moi, dans le cas d'une victoire de Trump, elle recommence le lendemain. Parce que vous avez une base radicale qui estime qu'elle contrôle la rue, qu'elle contrôle également une majorité de la population, ce qui n'est pas forcément vrai, et qui ira contester une victoire de Donald Trump. Donc moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce cas de figure-là. Parce que peut le président, sinon dépêcher la garde nationale, au cas où vous avez une contestation violente dans la rue au sein d'États qui ont des gouverneurs qui vont avoir tendance à soutenir cette violence. C'est ce qui s'est passé tout au long du printemps. C'est le gouverneur qui est en première ligne pour appeler la garde nationale de l'État. Et il faut que lui renonce ou fasse appel au président des États-Unis pour que le président des États-Unis puisse intervenir avec des troupes fédérales. Donc, Donald Trump ne maîtrise pas directement cette situation. Et ce qui me fait peur, moi, c'est justement, voilà, une victoire de Trump contesté violemment. Et un embrasement général manipulé par l'autre camp. Absolument, par la base radicale du Parti démocrate. Eh ben, le feuilleton n'est pas terminé alors, Gérald Olivier. Non, il n'est pas du tout terminé, au contraire. Je vous remercie beaucoup pour ces lumières très limpides. Je rappelle aux téléspectateurs votre dernier ouvrage sur la route de la Maison-Blanche aux éditions Jean Picolec que vous pouvez trouver dès à présent sur la boutique officielle de TV Liberté sur tvliberté.com. Cette émission est donc terminée. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à commenter, liker, le pouce en l'air et évidemment s'abonner à la chaîne de TV Liberté. J'allais en oublier mon texte et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.